Salam alaikum, marhaban bikoum, bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Cherif Tahar, l'ambassadeur de Tunisie en Belgique. M. Cherif Tahar, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ambassadeur de Tunisie en Belgique, auprès du Luxembourg et auprès des institutions de l'Union européenne. Voilà. Alors, ce soir, on vous accueille chez nous à Maghreb TV, 3 ans après la chute de Ben Ali. 3 ans après le déclenchement de ce qu'on connaît, ce qui est communément appelé le printemps arabe. Une révolte qui a été déclenchée à partir d'un petit village en Tunisie, c'est des Bouzides. 3 ans, on voit l'adoption dans les jours qui viennent officiellement d'une toute nouvelle constitution tunisienne qui fait presque l'unanimité, saluée mondialement comme une constitution très démocratique, très progressiste, une avancée considérable pour un pays du monde arabe. Alors peut-être un premier mot par rapport à cette commémoration des 3 ans déjà du déclenchement de la révolution tunisienne, avant de parler de la Constitution et d'autres choses qui concernent la Tunisie et les Tunisiens, monsieur l'ambassadeur. Merci pour cette invitation. Alors, la Constitution tunisienne, elle a été adoptée à l'unanimité 200 voix sur 217 le 26 janvier 2014. Elle sera publiée sur le journal officiel le 10 février. Et normalement, ce vendredi, le 7 février, il y aura une grosse fête en Tunisie où il y a des prestigieux invités qui ont été invités, que ce soit par Monsieur le Président de la République ou bien le Président de l'Assemblée nationale constituante. Et j'espère qu'on aura le plaisir d'accueillir d'abord Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y aura également le Président François Hollande, également Monsieur Flao, le président de l'Assemblée belge, Monsieur Van Rompuy, le président du Conseil de l'Europe, Conseil européen, pardon. Il y aura également le président du Bundestag allemand. Il y aura beaucoup d'invités et j'espère que ça va se passer dans la bonne humeur et ça c'est un honneur et c'est un plaisir pour la Tunisie d'accueillir toutes ces personnalités qui vont fêter avec le peuple tunisien ce texte moderniste. Ce sont des personnalités de premier plan que vous venez de citer. Alors pour vous, c'est un soutien moral, politique. C'est un soutien d'abord politique, c'est un geste d'amitié envers la Tunisie. Vous savez, la Tunisie, c'est un pays qui a été toujours en paix avec ses voisins, avec ses amis. La Tunisie n'aime pas les extrêmes. La Tunisie, c'est un pays ouvert, c'est un pays touristique, c'est un pays ouvert, c'est un pays qui met la coopération en premier lieu de ses liens avec les pays amis et les pays frères. Donc c'est un honneur pour nous d'accueillir tout ce monde, tout ce beau monde à Tunis. Alors vous avez adopté, après le travail de 2 années de l'Assemblée constituante, vous avez adopté une constitution très moderne, mais qui ne s'est pas réalisée que dans le calme. Non. Il y a beaucoup de mouvements, on va dire. Au contraire, ça a été difficile, ça a été des moments durs. On a déploré quand même des assassinats politiques en Tunisie. Et ça, les Tunisiens n'ont pas l'habitude de cette violence. Malheureusement, on a déploré, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'assassinats, que ce soit des opposants de gauche, que ce soit des militaires, que ce soit des agents de police. Il y a eu une crise quand même depuis le 25 juillet jusqu'à octobre, pratiquement fin octobre, pour la mise en place de ce dialogue national. Heureusement que la Tunisie a des atouts, c'est-à-dire il y a une société civile forte, des ONG assez fortes également. Il y a le quartet, et le quartet, ça vient de toute l'histoire de la Tunisie. C'est l'Union générale des travailleurs tunisiens, c'est le patronat, c'est également l'ordre des avocats, et c'est la Ligue tunisienne des droits. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'il y a eu cette révolution, Ben Ali est parti, et puis donc on a vu que la société a essayé de se remettre sur les rails de la bonne gouvernance, nouveau président, nouveau parlement, nouveau gouvernement, puis il y a quelque chose qui a coincé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur l'ambassadeur, selon vous? Vous savez, après les élections du 23 octobre, 2011, il y a un grand parti qui est le parti Ennahda.
bien structuré, qui travaille en profondeur. Que certains présentent comme un parti islamiste, entre guillemets. Et puis, toute l'opposition est partie dispersée. Vous savez, moi, j'ai voté sur une liste à l'Ariana, à la ville d'Ariana, c'est la banlieue de Tunis, sur une liste où il y avait 95 partis. Moi, en tant que cultivé, j'ai essayé de trouver le parti où je peux mettre une croix. Que dire des gens, des vieux et des vieilles. Donc il y avait une centaine de partis politiques qui s'étaient présentés aux élections. Maintenant, probablement, il va y avoir des coalitions. On aura lors des prochaines élections probablement 4 à 5 coalitions et de force égale, quoi. Bon, il y a des dominants maintenant. Il y a ce qu'on appelle Nahda, ce qu'on appelle Nida Tounes, qui sont crédités d'un taux de 20 à 30%. L'appel de Tunis. Voilà, mais il y a d'autres partis. Bon, j'espère, moi, c'est également pour la visibilité de ces partis. Est-ce que selon vous, il y a des pôles idéologiques qui commencent à se constituer, se former autour de quelques partis, les donc conservateurs, les modernistes, le centre, la gauche. Bon, ce qui est apparent aujourd'hui sur la scène médiatique ou bien sur la scène de l'Assemblée nationale constituante, c'est qu'il y a 3, 4 forces qui émergent, qui ont du poids, quoi. Le reste, c'est bon, c'est des petits partis. Et moi, le souhait, c'est pas mon souhait, mais le souhait de beaucoup de Tunisiens, c'est d'avoir de la visibilité et de ne pas se perdre dans plusieurs listes. Alors qu'il y ait des forces politiques différentes, de différents bords, c'est de bonne guerre, c'est la démocratie. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça se fait que dans ce pays, il y a aussi des assassinats politiques, des forces extrémistes salafistes qui font leur apparition. Chokri Belhaïd a été assassiné, Mohamed Brahimi aussi, deux personnalités politiques de gauche. C'est dû à quoi? On le regrette vivement, mais malheureusement, c'est un peu l'héritage de la dictature. Vous savez, quand on n'a aucune liberté d'expression dans les pays, il y a des échappatoires, dans le sens où les gens ne regardent plus la télévision tunisienne, parce que c'est le même discours qui se répète tous les jours. Donc, il y a d'autres canaux. C'est les chaînes satellitaires. Il y a des idéologies qui circulent, notamment dans les pays d'Orient. Et il y a des influences. Et cette chape de plomb, quand il y a des gens qui ont besoin d'informations, donc ils sont influençables, notamment les jeunes. Et le discours religieux radical, c'est un discours simple, il passe souvent, il peut influencer les gens. Donc il y a des créations de ces groupes un peu radicaux, un peu rigoristes, parce que l'islam dans le Maghreb en général, c'est un islam malikite, c'est un islam moderniste, c'est un islam de juste milieu. On a des traditions, on a des oulémas dans le Maghreb qui ont du poids. Malheureusement, eux aussi, ils n'ont pas joué un rôle ils ont laissé ce qu'on appelle les salafistes. Il y a beaucoup de courants salafistes. Il n'y a pas un seul, il y a 3 au moins de courants salafistes qui fait que... Et puis, il y a tous les problèmes du monde arabe et du monde musulman qui influencent les jeunes. Quand on voit la situation dans les territoires occupés, on est tous arabes, on est tous passionnels, les arabes. Donc, il y a un discours qui passe. On n'est pas cartésien. Mais voilà. C'est aussi la faute peut-être au fait qu'il n'y avait pas une vraie démocratie. Les gens n'ont pas été éduqués à la liberté d'expression, à la liberté de presse. Quand il est venu au pouvoir, il a mis la police à l'université. Tout l'espace où on pouvait discuter, où on pouvait échanger des idées, où on pouvait parler, on pouvait sortir, disons tout ce qu'on ressent, a été fermé. Donc il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de culture, c'est le désert. Et qu'est-ce que vous voulez produire dans le désert s'il n'y a pas de pluie? Rien. Donc c'est ça, on était passé. Et puis il y a, disons, cette dynamique policière on vivait dans la suspicion.
même entre amis, on ne pouvait pas parler, c'était pénible pour nous. Pour nous, les Tunisiens, c'était pénible. C'est pas pour rien qu'on appelait ce régime-là un régime policier, oui, le régime de Ben Ali. Comparer la Tunisie à la Birmanie ou à la Corée du Nord concernant les ennemis d'Internet, ça nous faisait mal. Vous savez, les Tunisiens ont des atouts, c'est l'éducation pour tous, depuis Bourguiba, pour tous, gratuite et obligatoire. Et le statut de la femme. Donc on vivait un peu comme des schizophrènes. Vous voyez, on a un discours dans la rue et un autre discours à la maison. Alors justement par rapport à cette liberté de la femme qui fait un peu, c'est une image de marque de la Tunisie. C'est le pays du monde arabo-musulman qui est connu pour avoir donné depuis très très bien longtemps les droits presque égaux aux hommes en France. Quelle en est la situation aujourd'hui avec le retour d'un parti islamiste, avec l'émergence de ces courants salafistes en Tunisie? Il y a eu des débats en Tunisie. Hein. On a peut-être perdu des mois pour parler de la complémentarité entre hommes et femmes, pour parler de la charia comme seule source de droit, pour parler de l'identité tunisienne. Mais peut-être c'est ça qui a fait que on a perdu du temps, mais en fin de compte, on a gagné ce texte équilibré, parce que la société civile a joué un grand rôle. Il y a des forces rétrogrades, ça on ne peut pas le nier, mais ils ont compris que ce discours ne peut pas passer en Tunisie, dans une Tunisie maghrébine, méditerranéenne, dans cette Tunisie ouverte, dans cette Tunisie qui aspire à la modernité, qui aspire à un développement économique et social. Nous, on se compare généralement au meilleur, on essaie c'est ça. Alors justement, monsieur l'ambassadeur, quels sont les traits dans cette constitution, ou les principes dans cette constitution, qui fait qu'on la présente comme une constitution moderne et très développée? Alors, au début, il y a les droits fondamentaux, les libertés, il y a des garanties, il y a des références aux valeurs universelles, des références également aux nobles valeurs de l'islam. Si on voit l'article 1, l'article 2 et tout ça, donc on garde et on sauvegarde cette identité arabo-musulmane, mais également on tend vers l'universel, dans le sens où le peuple tunisien a lutté pour la liberté, pour la dignité. On essaie de mettre ça sur le papier dans le texte de la Constitution. Il y a une chose extraordinaire qui a été mise également dans la Constitution, c'est la discrimination positive pour les régions défavorisées, c'est-à-dire l'effort de l'État. Le maximum de l'effort va vers ces régions défavorisées, d'où est sortie cette révolution. Qu'en est-il de l'égalité homme-femme? Il y a une égalité. Parce qu'au début, il y avait un débat sur... Pas une égalité parfaite. Il n'y a pas une égalité parfaite? Une égalité devant la loi. C'est-à-dire, il y a un texte clair du Coran concernant l'héritage. Et c'est le seul texte qu'on ne peut pas toucher, l'héritage. Mais tous les autres droits, les femmes et hommes, citoyens et citoyennes, sont égaux devant la loi. Pas dans la loi, mais est-ce que la religion islamique est considérée comme une source fondamentale du droit? Une des sources. Une des sources parmi d'autres. Parce que si on voit il n'y a pas d'exclusivité. Le droit positif tunisien, maintenant, il se base essentiellement sur le droit musulman. Hein. Bon, il y a beaucoup d'inspiration d'autres textes de droit, notamment le droit français, mais l'essence même de ce droit, c'est Alors, selon vous... c'est pas la même source. C'est ça selon la vous, richesse. Est-ce que vous considérez cette constitution comme une constitution progressiste? Bien entendu. Quand on parle des libertés, quand on parle de liberté de conscience, qui est garantie par cette constitution, quand on parle de la justice, quand on parle de la liberté de la presse, quand on parle de toutes les libertés, elles sont garanties par ce nouveau texte. Pour certains observateurs politiques, ils disent que le parti Ennahda, parti islamiste dominant aujourd'hui en Tunisie, a fait beaucoup de concessions pour... il a fait beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai. Comment expliquez-vous ces efforts? Le pouvoir. Parce que généralement, un parti dominant, il a tendance à imposer son point de vue. Quelqu'un qui détient le pouvoir. L'ancien président du gouvernement, c'est pas facile de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qui n'est pas élu. Et ça, c'est un peu à saluer, c'est le courage des dirigeants de Nahda qui ont compris que l'intérêt de la Tunisie va dans le sens d'une cohésion sociale, d'un dialogue, et c'est ça qui... Alors certains observateurs disent que la situation en Égypte n'a pas été étrangère à la prise de cette conscience du parti Nahda. Vous savez, la Tunisie vit dans le monde, hein. On n'est pas séparés, donc bien entendu, ce qui s'est passé en Égypte, c'est dramatique, c'est passé si on est pour, on est contre, mais c'est dramatique ce qui s'est passé en Égypte, des milliers de morts.
des gens qui sont en prison. Nous, on a oublié le poids de l'Égypte qui a complètement diminué, par exemple, dans la région. les prisonniers d'opinion. Il n'y a plus en Tunisie. Et ça, depuis la Révolution, il n'y a plus de prisonniers d'opinion en Tunisie. Comment voyez-vous la Tunisie dans les 10 années à venir? La Tunisie, je pense qu'elle est sur le bon chemin, mais la phase difficile va commencer aujourd'hui même. Parce que mettre en application les principes, c'est pas facile. Il faut maintenant traduire cette constitution dans les faits, dans les lois, et puis garantir également ces libertés, parce que on peut avoir le meilleur texte du monde, mais s'il n'est pas appliqué, on n'a rien fait. Donc, il y a encore d'autres batailles, il y a encore d'autres avancées à faire. Mais maintenant, je pense avec le regard du monde, parce que rien ne se cache maintenant. Hein, et puis cet appui un peu universel à la Tunisie, cette admiration à la Tunisie, ne peut que conforter les partis politiques à aller de l'avant et à continuer sur ce chemin. Mais et j'espère avec l'aide de tous et de toutes, parce qu'on a encore une situation socio-économique assez difficile. Alors justement, par rapport à cette situation socio-économique, une montée du chômage, voilà. Beaucoup de jeunes qui ne rêvent maintenant que d'émigrer vers le territoire européen. Ce n'est pas facile d'obtenir des crédits. C'est pas facile. D'institutions internationales. Quelle est la situation économique de la Tunisie? Alors la situation n'est pas dramatique en Tunisie. On a eu en 2011, après la Révolution, un taux de croissance négatif de moins 1,8. En 2012, on a eu un taux de croissance de 3,6. En 2013, 2,8. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour créer des emplois, il faut beaucoup plus que 5 à 6%. Et la Tunisie, on est capable. Mais il faut d'abord redonner confiance aux hommes d'affaires tunisiens d'abord, mais également aux hommes d'affaires étrangers pour investir en Tunisie. Parce que sans investissement, on peut pas créer des emplois. La Tunisie est en train de préparer ce terrain peut-être de stabilité politique propice à ramener des investissements étrangers. Il y a un projet de réforme fiscale pour un peu garantir une certaine équité dans le domaine fiscal. Il y a également un texte qui est finalisé concernant le nouveau code des investissements. C'est pour donner beaucoup plus d'avantages aux gens qui investissent dans les régions défavorisées. Et ça, c'est un plus. Mais surtout, il y a le premier défi, qui est le défi sécuritaire. On souffre de la situation en Libye. Il y a des problèmes sur les frontières, que ce soit avec la Libye ou avec l'Algérie. Heureusement qu'il y a une excellente coopération avec nos frères algériens. Avec la Libye, on essaie, mais c'est difficile la situation. Le problème en Libye, c'est que le Premier ministre n'a pas beaucoup d'instruments pour stabiliser un peu la situation. C'est une situation assez difficile. Et nous, notre souhait, c'est d'aider nos frères libyens, comme on les a aidés lors de la révolution libyenne, pour essayer de dépasser ce cap un peu difficile et dangereux. Est-ce que le gouvernement actuel de Mehdi Joumaa est capable de relever ces défis, selon vous? C'est difficile. Mais il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas de choix. Il est condamné à réussir. Alors vous êtes ambassadeur de Tunisie, comme je l'ai rappelé au début, en Belgique, auprès des institutions européennes et auprès du Luxembourg. Vous rencontrez des personnalités belges. Quel est le regard qu'ils apportent sur cette évolution tunisienne? Hier, j'ai assisté au Palais des Grands aux journées diplomatiques belges. Ils nous ont invités et on les remercie pour cela. Le sujet était le printemps arabe et les droits de l'homme. Alors, le sujet était consacré à tous les pays qui ont vécu un peu ces mêmes révolutions que la Tunisie. Heureusement, la Tunisie a été saluée et l'expérience tunisienne, vraiment,
On est fier d'être tunisien quand on entend le représentant de la Ligue arabe, le représentant, le Premier ministre belge, le ministre des Affaires étrangères belge, le représentant de la Commission européenne, parler de cette manière de la Tunisie et de l'expérience tunisienne. Il y a de belles paroles, mais on attend les actions. On ne veut pas être déçu comme le processus du partenariat de Deauville, où il y a eu beaucoup de promesses. Malheureusement, en fin de compte, la Tunisie n'a pas beaucoup été accompagnée. C'est ce que peut-être vous reprochez le plus à vos partenaires occidentaux, notamment européens. Oui, beaucoup de promesses sans suite effective. Dans le sens où il y a beaucoup de défendeurs des droits de l'homme et des valeurs universelles. Mais dans les faits, la Tunisie n'a pas de ressources naturelles, n'a pas beaucoup de richesses, elle a seulement l'intelligence de ses femmes et de ses hommes. Donc on a besoin d'être encouragé, on a besoin surtout de cette phase difficile, parce que c'est pas évident. Est-ce que vous pensez que vous l'êtes moins aujourd'hui? Oui, parce que, bon, il y a un climat également en Tunisie, c'est la révolution, vous savez, après il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de sit-in, il y a beaucoup de choses qui n'encouragent pas les hommes d'affaires. Vous savez que les hommes d'affaires ne sont pas téméraires, les touristes également. Un touriste qui veut se déplacer dans un pays, veut passer un agréable séjour, être tranquille. Un homme d'affaires, il a peur pour son argent. Son argent, c'est normal. Mais maintenant, avec ce retour de confiance et ce retour de climat, de sérénité, je pense qu'il n'y a plus de frein à aller de l'avant et à aller en Tunisie, à investir. Et c'est dans un esprit gagnant-gagnant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, il y a des problèmes de sécurité ou d'insécurité. Oui. Il y a des extrémistes, il y a des terroristes. Bien sûr, parfois, il y a ce climat un peu des gens qui veulent déstabiliser cette expérience tunisienne. Est-ce que vous comprenez des citoyens tunisiens, comme d'autres citoyens arabes, qui disent « Nous, on préfère vivre sous un régime dictatorial et vivre en sécurité que de vivre en démocratie, mais on n'est pas sûr de rentrer chez soi le soir. » Non, c'est rien de nouveau, la liberté et la liberté d'expression. Vous savez, avant, c'était un argument, la stabilité et la stabilité. Et nous, dans le Sud, on a tous souffert de ce mot de stabilité, comme quoi c'est un argument pour lutter contre les extrémismes, les islamistes et tout ça. Mais rien de nouveau, parce que bon, les attentats, c'est partout dans le monde. C'est un phénomène mondialisé maintenant. Mais il y a une manière de lutter contre ces phénomènes. Et après tout, c'est des actions isolées. On ne peut pas dire que la majorité des Tunisiens, disons, aiment ces phénomènes. C'est au contraire, les gens maintenant, ils jouent le rôle de la police pour dénoncer les gens armés, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Et puis maintenant qu'on a retrouvé cette liberté, si vous avez des arguments, vous êtes libre de les dire. Alors, monsieur l'ambassadeur, quelle est la suite des choses? Quelles sont les étapes suivantes de cette évolution politique tunisienne? Vous venez d'adopter une nouvelle constitution. Tout de suite. Et alors? Tout de suite, c'est la loi électorale. Il n'y aura pas de difficulté à adopter cette loi électorale parce que... Elle va être adoptée par une assemblée dominée par le parti Nahda, toujours. Mais pas de problème, parce que c'est cette assemblée qui a élu l'instance indépendante qui va être chargée des élections. C'est elle qui a donné sa confiance à plus de 2/3 au nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement, il est chargé d'abord de préparer les prochaines élections. C'est un gouvernement de technocrates. Oui, technocrates. Apolitiques. Oui, normalement, ils sont à distance égale de tous les partis politiques. C'est des gens qui ne sont pas concernés. Un gouvernement transitoire, obligé selon vous? Oui, ils ne sont pas concernés par les prochaines élections. Ils vont pas... Et les prochaines élections, c'est pour quand? C'est normalement entre octobre et novembre. C'est mathématique. 2014. Voilà. Et quelle est la première échéance selon vous? Est-ce qu'on la connaît déjà? Des élections présidentielles ou parlementaires? C'est la loi électorale qui est en train d'être... C'est la loi qui doit la décider. Qui va décider. Il va y avoir un consensus. Hein. Je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Hein. C'est des choix. Alors on va parler un peu de la Belgique aussi. Il y a une communauté tunisienne en Belgique.
Pas énorme comparé par exemple à la communauté marocaine. Oui, il y a combien de Tunisiens selon vous en Belgique? 25 000 Tunisiens. Et qui vivent tous à Bruxelles ou qui sont? Non, qui sont un peu à Anvers, à Bruxelles, à Gand, à Liège. Donc ils sont installés un peu partout en Belgique. Oui, c'est généralement c'est des jeunes qui sont venus pour des études universitaires et qui sont installés ici. Est-ce que vous avez l'occasion de les rencontrer, de rencontrer votre communauté? J'ai essayé. Au début, j'ai essayé de regrouper un peu les compétences tunisiennes, hommes d'affaires, universitaires, autour d'un petit plat. Et puis, je ne connaissais pas tout le monde. C'est grâce à notre consul également qui m'a présenté pas mal. Il faut dire que vous êtes ici en Belgique que depuis une année. Depuis une année. Et puis, samedi dernier, on a fêté un peu la Constitution dans le nouveau... Alors justement, que pensent les Tunisiens de Belgique de ce qui se passe dans leur pays d'origine? Ils étaient fiers en janvier 2011. Ils sont fiers aujourd'hui. Parce qu'ils sont passés par des moments assez difficiles également. Vous savez, ils suivent les débats en Tunisie tous les jours. Et la Tunisie est passée par des moments assez difficiles. Alors, si vous voulez véhiculer peut-être un message à travers Maghreb TV, je rappelle, Maghreb TV a le même âge presque que la révolution tunisienne, 3 ans aussi. Si vous voulez faire passer un message aux Belges qui nous regardent aussi, pas que les Tunisiens ou les Maghrébins, à toute la population belge, par rapport à la Tunisie, pour leur demander peut-être... C'est un message d'amitié, les Belges l'ont prouvé, parce qu'il y a beaucoup de pays où le nombre de touristes qui ont visité la Tunisie a diminué. Il y a des pays où le nombre a baissé de 75% quand même. Mais avec nos amis les Belges, au moment les plus difficiles, ça a diminué de 7 à 6%. Et là, c'est dire qu'il y a des liens traditionnels, des liens forts en Tunisie. Il n'y a pas d'entreprise belge qui a quitté la Tunisie. On a environ 220 entreprises belges ou mixtes qui travaillent en Tunisie. Elles sont toutes restées en Tunisie. Elles continuent d'investir et de produire de la richesse. C'est partagé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans un esprit gagnant-gagnant. Alors la Belgique reste un pays fidèle à la Tunisie? Bien entendu, c'est notre 4e partenaire économique, la Belgique, et on tient à consolider ces relations. D'ailleurs, j'espère que les prochains moments, on va lancer des consultations bilatérales pour un peu redynamiser ces relations de coopération qui sont variées. Moi, je dis souvent, pour connaître un peu l'importance de l'Europe par rapport à la Tunisie, il faut aller à l'aéroport Tunis-Carthage et voir cette diversité. Les gens, il y a les bébés, il y a les 3e âge, il y a les universitaires, il y a les hommes d'affaires, il y a les étudiants, il y a les touristes. C'est cette richesse qu'on voit à l'aéroport Tunis-Carthage. Il y a des centaines de vols par semaine qui arrivent d'Europe et des centaines également qui partent de... C'est pour ça que je dis que c'est pas seulement commercial. On dit que la Tunisie a 70% ou 80% de ses relations commerciales avec l'Europe, mais il y a beaucoup plus profond que ça. Il y a des relations humaines, il y a des relations culturelles, il y a des liens entre parentés, des liens familiaux, il y a énormément de choses. Et je pense que c'est la même chose avec le Maroc également. Monsieur Tahar Cherif, ambassadeur de Tunisie en Belgique, au Luxembourg et auprès des institutions de l'Union européenne, je vous remercie. On souhaite beaucoup de succès à la Tunisie. Merci pour cette occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour parler un peu de la Tunisie. Avec plaisir. Et je souhaite tout le bien à la communauté maghrébine, à la communauté musulmane en Belgique et à la Belgique également. C'était le mot de la fin de monsieur l'ambassadeur. Quant à moi, chers téléspectatrices et téléspectateurs, je vous souhaite une bonne soirée. وأقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني تورك. مع السلامة.